Nous sommes le 15 mars 2022 et aujourd'hui, la communauté internationale commémore la journée internationale du consommateur. Alors, chers consommateurs, sachez que vous avez droit à des produits de qualité et à une quantité bien sûr suffisante et surtout la qualité. Donc, n'hésitez surtout pas à contrôler tous les produits que vous achetez et vous avez la possibilité aussi de vous plaindre si un produit ne respecte pas justement les normes de fabrication ou de qualité. Alors, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso en cette journée internationale du consommateur. Alors, bonne journée à tous les consommateurs du Burkina, en particulier les consommateurs du monde entier en général. Cette semaine, nous nous intéressons à la communauté Boaba ou Bois, donc de Ouagadougou ou du Burkina Faso du moins, c'est parce que cette communauté est se retrouve plus dans l'ouest donc du Burkina Faso et ça sera dans la rubrique à la découverte d'aujourd'hui. Nous allons vous proposer d'écouter des témoignages sur la culture Boaba. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous recevrons Bébé Kodio Kamboui qui va partager les informations avec nous. Nous sommes mardi et chaque mardi, Serge Youssef Ouedraogo nous retrouvera donc tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission pour sa rubrique, notamment un nœud sur la société. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dette parentale. Est-ce que quand on grandit et qu'on réussit dans la vie, on est obligé de rembourser un tant soit peu ses parents? Est-ce qu'on est obligé en tout cas de donner quelque chose à ses parents? Est-ce qu'on est redevable à ses parents? En tout cas, ce sont des questionnements et nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans la rubrique Un nœud sur la société aujourd'hui. Nos invités du jour sont des jeunes qui militent pour la coopération sino-burkinabé, donc notamment entre la Chine et le Burkina Faso. Il s'agit notamment des jeunes du club. Le club, donc, c'est CJPC BF, donc Club des jeunes pour la coopération sino-burkinabé. Nous recevrons sur ce plateau Monsieur Abdoul Dene, coordonnateur de ce club, et également Madame Sylvie Ouedraogo, qui est chargée des affaires étrangères, donc extérieures du moins, et porte-parole de ce club. Installez-vous confortablement, direction l'ouest du Burkina ou direction communauté Boaba pour commencer cette émission. Alors, cette semaine, nous avons décidé de vous parler des Boaba au Bois, de cette communauté donc qui se retrouve à l'ouest du Burkina Faso. Mais il faut rappeler que cette communauté est d'origine malienne. Donc, le Mandé, ils viennent du Mandé, donc au Mali, mais ils se retrouvent aujourd'hui dans l'ouest du Burkina Faso et un peu partout aussi en Afrique de l'Ouest. Les Boaba, très connus pour les masques, donc les masques, on retrouve des masques profanes, des masques sacrés qu'on retrouve très souvent lors des funérailles ou lors des cérémonies coutumières. Alors, aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter des témoignages. Il faut rappeler que si nous décidons de parler des Boaba, c'est justement suite à une exposition qui a eu lieu en 2021 au niveau du musée de la musique Georges Ouedraogo, une exposition qui a décidé de valoriser la culture Boaba et c'est à l'occasion donc de cette exposition que nous avons recueilli ces témoignages. Alors, je vous invite à écouter le témoignage de monsieur Ilboudo Mahamadi, qui est chef de service du musée de la musique Georges Ouedraogo et qui fait donc et qui explique justement les expositions des masques Boaba. Également madame Konane Ouedraogo qui est conservatrice donc du musée. Elle travaille justement au musée de la musique Georges Ouedraogo. Je vous invite à suivre les deux témoignages et on revient pour la suite. L'exposition de la culture Boaba, dont la thématique s'intitule exactement Identité culturelle, focus sur le bois mou, c'est pour nous une obligation déontologique. C'est d'autant plus que c'est auprès des communautés que nous réalisons les différentes collectes. Et c'est une première d'associer la communauté dans l'implémentation de ce projet. Et ça a pour objectif de rendre les collections beaucoup plus vivantes et de mener aussi des plaidoyers à l'endroit de ces communautés-là pour une meilleure sauvegarde de leur patrimoine culturel. Les collections,
sont essentiellement constitués des biens du musée de la musique. Et nous avons, à l'occasion de cette exposition, reçu de façon gracieuse des biens, notamment des instruments de musique bois, et également des masques qui nous ont été prêtés pour implémenter ce projet. Et c'est l'occasion d'ailleurs d'adresser nos sincères remerciements à l'ensemble des parties prenantes, notamment la communauté bois, qui a bien voulu accepter, nous prêter ces biens-là le temps de cette exposition. Et je voulais préciser également que l'exposition qui se tient, ça c'est la partie qui concerne la communauté bois, va se poursuivre au musée de la musique. C'est-à-dire que vous pouvez, dans les jours à venir, toujours passer au musée de la musique pour voir ces chefs-d'œuvre-là de la communauté bois. Je suis vraiment joyeux de vous dire que depuis le vernissage et le deuxième jour d'exposition aujourd'hui, nous refusons du monde. Voilà, des gens affluent de partout, les gens ont certainement dû apprendre ça à travers les médias, mais nous avons, comme je l'ai dit tantôt, dans le processus impliqué la communauté qui s'est vraiment résolument engagée à mobiliser au-delà de Ouagadougou et toutes les personnes originaires de cette communauté-là qui sont venues avec, en famille, soit individuellement, pour venir délecter cette belle exposition. Sur cette photo, nous avons des masques de fibres et des masques de feuilles. Ce sont des masques qui participent à l'initiation Ondo. Et sur cette photo, c'est le jour des funérailles d'un responsable de Do. Donc les masques arrivent en groupe de la brousse et viennent rendre hommage au défunt en dansant dans sa cour. Les masques en feuilles, de façon générale, on dit que les masques en feuilles, ce sont des masques qui intègrent l'homme dans son environnement naturel. En ce qui concerne les masques de fibres, nous avons en première position le masque Aro, représenté par un singe. C'est un masque de Boni. Et c'est le masque le plus important parce qu'il est très sacré. C'est ce masque qui accompagne les rites funéraires en pays Boni. Mais dans les autres villages, ce masque a une fonction ludique. C'est lui qui fait rire les gens. Et là, nous avons le masque Mantanté, représenté par un hibou. C'est un masque d'initiation. C'est ce masque qui accompagne les garçons en brousse pendant la période d'initiation Ondo. Il constitue également un message entre le monde vivant et le monde invisible. Et pour renforcer la cohésion entre la communauté bois, l'Église catholique a été construite en l'image de ce masque, le masque Mantanté. Et là, nous avons le masque Bayiri, un masque de fécondité. C'est un masque qui protège la société contre les mauvais esprits. Il donne la santé aux nouveau-nés et il favorise le mariage entre les jeunes. Nous avons également un autre masque, le masque Boyeni. Un très beau clip de Awa Melon. En tout cas, moi, j'adore. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Pour la suite de cette émission, nous allons nous informer. C'est Kambou qui s'installe aujourd'hui, comme chaque mardi d'ailleurs, virgule, et on revient. Il est bien installé sur notre plateau. Tchani Kambou. Bonjour. Ça, oui, ça veut dire bonjour en langue boaba. En langue boaba? Oui. Ah bon. Je ne comprends pas le boamou. Oui, mais nous sommes justement donc installés en pays boaba cette semaine. Voilà pourquoi je te salue en boamou.
Donc, j'imagine qu'on répond Tchani aussi. Oui, j'espère bien, oui. Donc, Tchani à vous, Tchani à tous ceux qui nous suivent depuis Dédougou, Solinjo et bien d'autres localités, en tout cas de la boucle du monde. Je sais que c'est les bases comme ça. Donc, en français, bonjour à vous, Abzeta. Bonjour à tous ceux qui suivent Bonjour les Faso en ce moment. Merci à toi, Kambou. Merci. Et pour débuter avec les unes des différents quotidiens, du moins, c'est l'Observateur qui nous accueille pour commencer. C'est l'Observateur Palga qui nous accueille pour commencer. Vous l'avez si bien dit. Et à la une de l'Obs, les doyens des quotidiens, ce matin on lit Journée internationale des droits de la femme. Mettez-vous à notre place et vous comprendrez. Recrudescence des actes terroristes. Le lieutenant-colonel Damiba à l'épreuve du feu. C'est dans la rubrique Regard sur l'actualité à lire à la page 5 de l'Observateur Palga. Sandaogo bat le rappel des militaires retraités. Donc, à lire également à la page 4 dans la rubrique Regard sur l'actualité. Représentant du Centre-Nord à l'ALT, Assemblée législative de transition, finalement, ce sera Saïdou Kwanda. Volleyball zone 3, la Ligue des champions s'invite à Ouaga. Député régional des Cascades, la procédure de désignation contestée. Donc, voilà ce que nous apprend l'Observateur Palga ce matin à sa une. À la une du quotidien Le Pays, l'on apprend ceci. Lutte contre le terrorisme, Damiba fait appel à des soldats retraités, c'est-à-dire à la page 13. Dans la rubrique Révélation de Le Pays, on lit Affaire boulangerie de Haruna Kaboré, les prévenus condamnés à des peines de prison assorties d'amende. Dans la rubrique Mardi politique, c'est Yaya Zungrana, ancien député, à propos de la lutte contre le terrorisme, et il dit ceci. Il faut des signaux forts qui montrent que la tendance est en train de s'inverser. Donc, à lire aujourd'hui à la page 2 du quotidien Le Pays. Dans la rubrique Actu Foot de Le Pays, on lit la FIFA va s'entretenir avec Amnesty International sur le mondial 2022 au Qatar. Crise sécuritaire au Burkina, les résultats se font toujours attendre. Donc, c'était là la une du quotidien Le Pays. À la une du quotidien Aujourd'hui au Faso, on lit ceci. Journaliste Dubois, otage du G-SIM au Mali, il vit, reste à le faire libérer. Donc, à la page 4. Opération sénégalaise anti-Salif Sadio, est-ce la fin du MFDC? Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, Damiba appelle des anciens militaires à la rescousse. Ouaga, les vécus des filles-mères. Embuscade contre l'escadron mobile de Dori, 13 gendarmes tués et 5 blessés. Burkina Faso, levée des restrictions budgétaires de l'après-putsch. Et nous passons à la une du journal Les Quotidiens. Les Quotidiens nous apprend ceci à sa une. Lutte contre le terrorisme. Le lieutenant-colonel Damiba fait appel à des militaires retraités. Pascal Zaïda, porte-parole de la CNTR, on veut mettre, nous, acteurs de la société civile, de côté. Assemblée législative de transition, des tractations autour du choix des représentants dans certaines régions. 8 mars à Bagassi, dont des femmes à la mine Roxgold, Sanou, Fortuna au CSPS. Et nous allons du côté de Bobo Dioulasso pour visiter la une du quotidien L'Express du Faso. Et on y lit lutte contre le terrorisme. Le Faso fait appel à ses anciens militaires. Dans la rubrique au palais de justice, le commissaire central de police de Bobo ne sera pas en liberté provisoire. Plateforme fonctionnelle à l'échelle du complexe transfrontalier du W, des acteurs en conclave pour sa validation. Extraction du Bangui, une sève qui nourrit son homme à Banfora. Période de chaleur, les précautions à prendre. Événement culturel, quel sort pour la 20e édition de la SNC. Et à Abzeta, nous terminons avec la une du quotidien d'État Sidoya. Et on lit sur cette une ce matin, notamment dans la rubrique Trait de plume, éternel bongo. Donc, une exclamation. Transition au Burkina Faso, la CEDEAO invitée à prendre acte de la volonté du peuple burkinabé. Autonomisation de la femme, des jeunes filles face
à des modèles militaires retraités, le président du Faso sonne la mobilisation. Donc voilà pour les unes des quotidiens que nous avons sous la main ce matin, Abzeta. Merci bien Kambou pour cette première partie consacrée à la lecture des unes. Cette fois-ci, nous passons à la phase commentaire et le premier sujet qui nous intéresse, on s'intéresse à la situation sécuritaire. Le président Damiba qui fait appel justement à des réservistes de l'armée. C'est bien cela. Dans un décret en date du 10 mars, le président du Faso a lancé un appel à la mobilisation des réservistes de l'armée. Selon le décret, cela s'entend des sous-officiers et militaires du rang admis à la retraite dans les années 2019, 2020 et 2021. Donc les 3 dernières promotions, si on peut le dire ainsi, admises donc à la retraite. Alors cette mobilisation devrait se faire selon les décrets sur la période du 10 mars au 18 mars prochain. Donc, d'ici 3 jours, ça devrait être fini. Donc, on devrait avoir donc, ces retraités-là, donc qui vont rejoindre les rangs donc, de l'armée pour peut-être ce qu'il y a à faire. Donc, il faut rappeler le contexte donc, de cette mobilisation des retraités. Déjà, on se rappelle que dimanche dernier, on a vu qu'il y a eu 2 morts, donc suite à l'explosion d'un car de transport en commun dans le nord. Donc 2 morts et des gendarmes de Dori qui devaient aller donc à leur rescousse, qui ont aussi fait l'objet d'une attaque. Et 13 gendarmes ont perdu la vie. On parle également de 5 blessés. Alors hier, il y a eu également 7 morts du côté de Arbinda. 7 morts donc 4 VDP et 3 civils, donc du côté de Arbinda. Alors, ces derniers jours, on parle de plus en plus de la situation très précaire de la ville de Djibo. On parle également de Kompienga, où c'est aussi à peu près des populations qui sont en train de vivre un peu le martyre. Donc, c'est dans ce contexte-là que le président du Faso fait appel aux militaires retraités, donc les 3 dernières promotions qui sont admises à la retraite pour participer un peu à ce combat. Donc voilà un peu le contexte. Donc c'est dans un contexte de recrudescence un peu des attaques terroristes, si on peut le dire ainsi. Alors quand on écoute un peu ceux qui s'y connaissent, il se dit que bon, c'est possible que ces retraités qu'on appelle puissent aller directement au front, comme également ils peuvent remplacer des jeunes qui sont aujourd'hui peut-être dans des postes administratifs afin que ces derniers soient libérés donc pour aller au front. Donc, c'est à ceux qui sont aux manettes aujourd'hui de savoir utiliser donc, ces retraités qu'on va appeler pour plus d'efficacité donc, au front. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette information. Alors, ce que tout le monde souhaite, c'est que la tendance s'inverse. Comme vous l'avez vu à la une d'un journal aujourd'hui, les Burkinabés attendent que la tendance s'inverse parce que voilà, depuis l'avènement du MPSR, beaucoup de Burkinabés pensaient que, voilà, de façon, comme un peu par coup de baguette magique, on pouvait facilement renverser la tendance. À l'épreuve, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, on attend toujours de savoir quand est-ce que la tendance va s'inverser. Donc, tous les Burkinabés aujourd'hui font leur espoir un peu sur les nouvelles autorités. On a vu la création du COTN, le commandement des opérations du Théâtre National, qui, j'imagine, est en train de s'opérationnaliser. On espère que dans les jours à venir, on pourra voir cette tendance s'inverser et que dans les recoins du Burkina, les populations pourront vaquer tranquillement à leurs occupations et que on verra peut-être ces forces du mal battre en retraite et que voilà, le Burkina sera désormais peut-être tranquille. Bon, c'est vrai que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on fonde vraiment tous nos espoirs sur les nouvelles autorités. On espère que tout ce qu'elles sont en train de déployer comme stratégie pourra avoir des résultats positifs pour le bien de tous les Burkinabés. Moi, la question que je me pose, j'avoue, quand j'ai reçu cette information, pourquoi le président Damiba n'a pas pensé aussi à rappeler les militaires et policiers radiés?
Bon, vous savez que dans l'armée, les règles sont strictes. Quand vous êtes radié, c'est pour une raison. Donc, j'imagine que c'est pour cela. Mais nous sommes en guerre actuellement. Oui, oui, nous sommes... D'autant plus que ceux-là, ils demandent, hein, les radiés demandent à être réintégrés, mais à aller au front aussi s'il le faut. C'est vrai. Vous avez raison, mais c'est ce que j'ai dit. L'armée a ses règles qui ne sont pas les règles de nos civils. Donc, quand vous êtes radié, généralement, c'est pour quelque chose. Voilà, soit c'est pour une discipline aggravée. Bon, sauf que quand on parle des radiés de 2011, bon, on se rappelle quand même les conditions dans lesquelles ils ont été radiés. Bon, certains ont été radiés alors qu'ils n'ont rien fait. Tandis que d'autres ont participé à des mutineries mais n'ont pas été radiés. Bon, ils se disent qu'il y a eu des règlements de compte. Il y a des chefs militaires qui ont profité pour faire des règlements de compte. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Quand on n'est pas dedans, peut-être on ne peut pas trop comprendre. Mais peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à les réintégrer dans les rangs, c'est que ça peut un peu entacher la cohésion peut-être au sein de l'armée. Peut-être si moi j'étais votre chef et que c'est moi qui ai donné votre nom pour que vous soyez radié, bon, si quelque temps après vous revenez et que vous devez être placé sous mon commandement encore, vous voyez ce que ça peut faire. Donc moi je trouve que ces derniers, bon, certains déjà ont trouvé d'autres choses à faire. Moi je trouve que ces derniers devraient peut-être chercher à faire autre chose. Parce que répartir, rejoindre, et puis vous faire commander par ces mêmes chefs qui ont donné peut-être vos noms pour que vous soyez radiés, c'est se mettre même en danger. Quand on sait un peu que... Parce que on connaît un peu les règles de l'armée. Hein. Souvent, quand on vous radie, simplement sans rien vous faire, il faut dire que vous avez eu la chance. Sinon, ailleurs, il y a d'autres façons de régler les comptes, peut-être, à ceux qu'on n'aime pas dans l'armée. Je ne vais pas les dire ici. Mais je crois que souvent, bon... surtout que quand vous êtes dehors depuis 2011, ça fait quand même plus de 10 ans. Je me demande comment on peut revenir et puis avoir les réflexes en matière de discipline, en matière de tout ce qu'il y a comme, comme règles militaires. Bon, je me dis que quand on fait 10 ans dehors, on devient presque civil. Je me demande comment ils vont, comment ils vont rentrer. Vous voyez même que dans la mobilisation des retraités, on a pensé aux 3 dernières promotions qui admises donc à la retraite. Donc bon, ils ont peut-être leurs raisons. C'est à eux peut-être de mieux expliquer. Nous, on ne peut pas savoir pourquoi on fait appel à des retraités sans faire appel à ceux qui ont été radiés en 2015. C'est peut-être à eux de répondre vraiment convenablement à cette question-là. D'accord. Alors, quand on passe à autre chose, là, on parle de cette affaire boulangerie en Côte d'Ivoire. Aruna Kaboré blanchi. Oui, Aruna Kaboré blanchi donc à l'issue du verdict qui a été rendu hier par le tribunal de grande instance Ouaga 1. Et Aruna Kaboré qui avait déposé une plainte contre Aminata Aracho qui l'avait accusé d'avoir détourné 1,624 milliard de francs CFA pour construire une chaîne de boulangerie en Côte d'Ivoire. Donc, bon, il a donc esté en justice contre cette dernière et qui a été condamné hier à 2 mois de prison et une amende de 500 000 francs. Le tout assorti donc de sursis et également paiement d'un franc symbolique à Aruna Kaboré au titre de dommages-intérêts. Elle a été condamnée avec 4 autres de ses complices. Ces derniers-là, soit ont partagé la publication, soit ont commenté donc pour appuyer ce qu'elle disait. Donc voilà, ces derniers aussi ont été condamnés au même titre que Aminata Aracho, bon, sauf que ce sont des condamnations assorties de sursis. En rappel, c'est une publication qui date de juin 2021, donc dans laquelle Aminata Aracho disait que Aruna Kaboré, l'ex-ministre du Commerce, aurait détourné donc cette somme dont j'ai parlé pour construire une chaîne de boulangerie donc, en Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire que Aruna Kaboré s'en sort blanchi de cette affaire, voilà, parce que la justice reconnaît que c'est une diffamation et que ce sont les auteurs ou ceux qui ont commenté la publication ou qui l'ont partagé qui sont condamnés donc aujourd'hui. Alors, cela vient nous rappeler encore que sur les réseaux sociaux, nous devons faire attention. Vous pouvez ne pas publier quelque chose, mais le fait d'avoir commenté, d'avoir fait un commentaire qui confirme, qui appuie, bon, voilà que on peut aussi. Si vous-même vous étiez au courant aussi. Hein. Donc, on peut aussi vous inquiéter pour cela. Le fait aussi de partager
vous pouvez aussi être inquiété pour cela. Donc ça veut dire que souvent sur les réseaux sociaux, on doit avoir des publications, fermer nos yeux et voilà. Lire et passer. Et passer. Tu lis et tu passes. En tout Voilà. cas, ça va servir de leçon hein, à Oui. beaucoup. Oui. Merci Kambo. Et pour terminer, on évoque cette actualité. Finalement, donc, l'Assemblée législative donc, de la transition n'a pas encore de députés installés. Oui, l'Assemblée législative de transition qui n'est pas encore installée, alors que c'était prévu quand même pour ce début de semaine. Alors, le problème qu'il y a, c'est que dans beaucoup de régions, il y a des problèmes. Il y a des problèmes liés donc au choix des personnes qui doivent siéger au sein de cette Assemblée législative de transition. Ça a été le cas avec les centres nord, mais je vois ce matin que dans un journal qu'au niveau du centre nord, il y a eu dénouement. Hein. On parle finalement, qui est sorti voilà, finalement. le représentant du centre, non, c'est plutôt centre-ouest. Donc le centre nord n'a pas encore résolu le problème. Donc là-bas, par exemple, au niveau des Kaya, il y a problème. Au niveau des cascades également, il y a problème. Député régional des cascades, la procédure de désignation contestée. Donc il y a quelques zones comme ça, à Koudougou aussi. Je crois qu'il y avait problème là-bas. Donc il y a des régions qui n'arrivent pas à désigner leurs représentants au sein donc de cette Assemblée législative de transition. Je crois que c'est pareil aussi pour certaines organisations de la société civile. Vous savez que la société civile a également quelques sièges dans cette Assemblée. Vous voyez ici Pascal Zaïda, un des leaders. porte-parole donc de la CNT qui dit qu'on veut mettre nous, acteurs de la société civile, de côté. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc il y a des problèmes liés donc au choix de ces personnes. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire, peut-être, c'est de redéfinir des modalités claires pour le choix de ces personnes-là. Tantôt, il y a des régions où on parle d'élection, on dit que la personne a été élue. J'imagine, je me pose la question de savoir comment est-ce que la personne a été élue. Comment est-ce que le corps électoral a été constitué pour que la personne soit élue. Je me demande. On se pose donc cette question. Peut-être que ce qu'il y a lieu de faire, et je crois que certaines localités l'ont fait et ça a réussi. Si je ne me trompe pas, dans les centres Est, je crois qu'on a procédé par tirage au sort. Dans ces conditions, peut-être c'est le moyen le plus démocratique, le plus vraiment juste de choisir un représentant à cette Assemblée législative de transition. On réunit tous les candidats, on procède par tirage de sort. Oui, on procède par tirage de sort et puis bon, peut-être que tout le monde sera quitte. Voilà, si Dieu n'a pas fait qu'on ait tiré votre nom, vous n'allez pas vous en vouloir à quelqu'un. Voilà. Parce que quand on parle d'élection, là-bas aussi, moi, je crois que c'est pas trop juste. Parce que on peut se poser la question de la constitution même du corps électoral. Qui vote, qui prend part au vote, qui ne vote pas. Et si moi, je surgis, par exemple, dans la salle et je dis que bon, je vais participer au vote, de quel droit on pourrait me refuser cela? Comment est-ce qu'on va désigner les personnes qui doivent, par exemple, voter? Voilà. Parce que quand c'est une élection législative, tous ceux qui ont 18 ans et qui ont la carte d'électeur participent au choix du député. Ici que nous ne sommes pas dans ce cas. Comment est-ce qu'on procède au vote? Comment est-ce qu'on construit le corps électoral? On se pose la question. Donc, peut-être ce qui serait mieux, ce qui peut nous permettre de sortir rapidement de ce problème, c'est qu'on procède par tirage de sort partout et puis bon, dans les zones où il y a encore des problèmes. Oui, mais pourquoi Parce pas? que certaines régions l'ont fait vraiment sans problème. Et ça aussi, c'est à féliciter. Beaucoup l'ont fait par consensus, sans qu'il y ait de problème. Ça, c'est à féliciter. Mais les zones où il y a toujours problème, peut-être c'est de procéder par tirage de sort. Et puis là, bon, on pourra mettre tout le monde d'accord. Et puis ce sera fini. D'accord. Voilà. En Donc, tout cas, on attend encore suivre. de voir. Parce que dans la charte de la transition, quand même, il est dit que un mois suivant la nomination du Premier ministre, il doit faire un discours voilà, devant l'Assemblée législative de transition. Bon, le Premier ministre a été nommé il y a plus d'une semaine maintenant. Donc, si ça traîne encore, j'imagine que... Bon, mais quoi qu'on dise, même si l'Assemblée est installée aujourd'hui, le même jour, le Premier ministre peut faire son discours sans qu'il y ait problème. Donc, on a encore du temps, mais il ne faudrait pas qu'on retienne des modes de choix qui causent des problèmes au niveau donc, des régions. Donc, ce qui peut satisfaire tout le monde, je le répète, peut-être c'est de procéder par tirage au sort. Et puis là, tout le monde sera tranquille. D'accord. Merci à toi, Kambou. Merci bien. Affaire à suivre, comme on le dit. C'est ça. Reste avec nous. Nous allons voyager ensemble pour découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires.
Nous poursuivons avec l'émission de ce jour. Aujourd'hui, on parle de coopération entre la Chine et le Burkina Faso avec le club, justement, donc le club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé, virgule pour le jingle, et on revient. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Abdoul Razaougou Déné, coordonnateur général du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé. Bonjour à vous, Monsieur Déné. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, Madame Sylvie Ouetraogo, chargée des affaires extérieures et porte-parole du CJPC-BF. Bonjour. Bonjour, madame. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau avec vous. Nous parlons du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé. Déjà, pour commencer, monsieur le coordonnateur général, qu'est-ce que vous faites au sein de ce club? Est-ce que vous pouvez plus nous parler de votre club? D'accord, merci bien. Il faut dire que le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé est une organisation de jeunes burkinabés très engagés dans les activités sociales. Donc, qui s'est dit, il était important à un moment donné, vu la reprise des relations entre la Chine et notre pays, il était important que la jeunesse aussi rentre dans la danse parce que on a généralement, on voit un peu dans les questions diplomatiques que les actions sont plus entre État et État ou bien entre les fonctionnaires et autres. Et la jeunesse est beaucoup mise en marge. Donc on s'est dit pourquoi, en étant que jeune, ne pas s'inviter dans cette question de diplomatie et de coopération. Donc c'est en cela que nous avons mis en place cette structure-là qui est vraiment de promouvoir la coopération entre la Chine et le Burkina. Vous savez que la Chine a beaucoup de valeurs que partage le Burkina Faso. La Chine a traverser un certain nombre de difficultés que le Burkina a aussi traversées. Et aujourd'hui, la Chine est une nation au rang de grande nation, développée au détriment de tout ce qu'elle a pu vivre. Donc on s'est dit qu'on peut s'inspirer de son parcours, de son chemin qu'elle a pu entreprendre pour arriver à un certain nombre de développements qu'elle a aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un exemple pour le Burkina Faso. Comme on l'a dit, pour celui qui n'a pas vécu la pauvreté, et il est très difficile pour cette personne de pouvoir convaincre un pauvre sur les difficultés même de la pauvreté. Vous voyez? Donc pour nous, il faut s'inspirer de celui-là même qui a traversé les mêmes réalités que nous, mais qui aujourd'hui est un exemple dans le monde. Et donc pour nous, il est très important que la jeunesse puisse vraiment s'intéresser dans ces questions de diplomatie, de coopération, notamment dans le sens du volet chinois. Et puis bon, contribuer aussi également au développement de notre pays. Alors, Madame Sylvie Ouetraogo, vous vous occupez des affaires extérieures et vous êtes justement la porte-parole aussi de ce club. Très souvent, quelles sont les activités que vous organisez? Les activités, elles sont diversifiées parce que déjà, il y a une méthode de sensibilisation qui est là. On ne peut pas aller vers le public burkinabé et les convaincre comme c'est là, juste comme ça que la Chine est le meilleur partenaire qu'on peut avoir. Donc, on est d'abord passé par des activités très, très sensibilisateurs comme des débats, des conférences publiques. Mais là, il n'était pas question forcément de convaincre la population, mais aussi avoir leur avis justement sur le type de collaboration qu'on peut avoir avec lui. Est-ce que c'est un bon partenaire ou pas? Et en plus de cela, nous menons des activités sur terrain, des activités un peu plus pratiques comme la formation. Par rapport à la formation, nous avons fait plusieurs types de formations. La formation en infographie, la formation en gestion des pages et sites web, qui est aujourd'hui un métier très développant et qui intéresse beaucoup la jeunesse burkinabé. Et en plus de ça, nous organisons une très grande activité chaque année qui est le festival de la coopération sino-burkinabé, justement, qui rentre dans le cadre un peu de la culture, toujours des formations, toujours de la sensibilisation. Et à côté de cela également, on a une autre grande activité qui est née seulement l'année passée, qui est la semaine de la coopération sino-burkinabé qui se tient dans la ville de Bobo-Dioulasso, pour dire que tout n'est pas concentré ici à Ouagadougou, mais on essaye aussi tant bien qu'on peut d'intégrer tout le monde dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, avec la naissance de quelques clubs, comment dirais-je, représentants dans les régions, donc ce sont des activités que nous allons perpétuer et puis dire à toute la jeunesse burkinabé que vous soyez ici à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Waïgouya, à Koudougou, vous avez votre mot à dire dans cette histoire de coopération, notamment celle de la Chine et notre pays, le Burkina Faso. Alors, Monsieur Déné,
pour revenir à l'actualité au Burkina Faso, qui est marquée aujourd'hui par l'insécurité, on vit toujours ces attaques donc terroristes. Est-ce que pour vous, le Burkina Faso doit se tourner vers d'autres partenaires pour la coopération militaire? Bien évidemment, avant de répondre à votre question, déjà, nous sommes vraiment touchés, maîtris par ce qu'on voit, notamment les attaques au Burkina Faso qui sont toujours de façon répétée. Cela touche la sensibilité des uns et des autres. Et donc, pour nous, c'est de prier Dieu, vraiment qu'il accueille déjà ceux qui nous ont dévancés, et également aussi qu'il nous donne la force de pouvoir vaincre ces terroristes-là. Et le peuple burkinabé est un grand peuple, est un peuple voyant, est un peuple qui est prêt à tout pour sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. Donc je sais qu'avec les hommes de tenue qu'on a, qu'ils sont des hommes vaillants, très engagés pour le Burkina Faso, nous allons vaincre sur le terrorisme. Ça, nous sommes convaincus de cela. Et donc, il est aussi important pour toute nation qui veut arriver à un certain niveau de développement ou de paix, est obligée de collaborer avec d'autres nations, notamment les grandes puissances. Mais dans cette collaboration, il est très important qu'on ait des collaborateurs qui sont fiables, qui sont honnêtes et qui respectent les principes très importants, surtout de la souveraineté. Et donc, pour nous, il est vraiment important qu'aujourd'hui, le Burkina Faso envisage en tout cas de façon concrète d'autres partenaires. Il n'est pas question qu'on soit forcément lié à une seule nation. Nous avions vécu la colonisation, nous avons vécu l'esclavage, nous avions vécu sous toutes les formes possibles de la colonisation avec la France et autres. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est toujours considéré comme un sujet, voilà, de la France, qu'on le dise clairement. Toujours considéré comme un sujet. Vous allez voir certaines actions qui sont menées aujourd'hui au Burkina Faso avec les partenaires français et autres. C'est déplorable. Récemment, nous avons participé à une grande marche que notre grande dame, Nestorine Sangaré, a lancée, qui était de revoir les contrats qui ont été signés entre Bolloré et l'État burkinabé. On ne peut pas concevoir qu'un particulier qui travaille avec notre État, qui nous doit jusqu'à un montant très colossal, qui n'a même pas encore fini de solder ces dettes-là, on renouvelle encore le contrat avec ce même partenaire. C'est du suicide. Donc il est très important qu'on revoie nos partenaires. Il est très important qu'on travaille avec des gens qui sont honnêtes et qui viennent, certes ils viennent pour les intérêts, mais nous aussi nos intérêts aussi sont pris en compte. Parce que dans chaque relation, c'est vrai, c'est l'effort qui domine. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il est très important qu'on revoie ça. Et donc pour nous, dans la question sécuritaire, on doit revoir nos partenaires. Et notamment, la Chine aujourd'hui est un partenaire fiable, un partenaire honnête. Vous allez voir que dans les questions de coopération, la Chine prend en compte un volet qui est très important, que les autres partenaires ne prennent pas ça en compte. Surtout l'ingérence dans les affaires internes des États. Vous allez voir que le coup d'État, lorsqu'il y a eu le coup d'État, les gens ont demandé à ce que la Chine donne sa position. Elle a dit non, il n'est pas pour le coup d'État ou contre le coup d'État. La Chine est pour les aspirations du peuple. Si le peuple se retrouve dans le coup d'État, le peuple se retrouve dans les actions qui sont menées. La Chine soutient le peuple. Vous voyez. Et elle ne rentre pas pour dire non, le coup d'État il est bon ou il n'est pas bon. On ne rentre pas dans ces débats-là. C'est les débats internes de chaque nation. Et chaque nation est souveraine, indépendante. Donc, ils ont les barrières nécessaires pour gérer les affaires internes. Donc, pour nous, dans la question de sécurité, il faut qu'on revoie ces partenaires-là. Il faut qu'on parte vers des gens qui nous considèrent comme des États souverains. Et vous pensez que, parlant de coopération militaire notamment, la Chine est un bon client, pourrait être un bon client en tout cas pour le Burkina Faso? Je ne dirais pas client, mais je dirais un bon partenaire. La Chine aujourd'hui, militairement, est la deuxième grande puissance militaire. Oui, la deuxième grande puissance militaire. Elle a assez d'éléments qu'elle peut nous apporter. Aujourd'hui, la Chine a vécu le terrorisme sur son territoire. Et en 10 ans, elle a maîtrisé le terrorisme en 10 ans. Donc il y a une expérience qui peut être partagée au Burkina Faso. C'est vrai, on n'est pas dans la même sociologie, il y a un certain nombre d'éléments qui ne se retrouvent pas au Burkina, qui peut-être étaient en Chine et autres, des facteurs différents. Je suis d'accord. Mais pour quelqu'un qui a pu déjà vaincre des mots plutôt, donc cette personne peut vous donner une expérience qui va vous servir aussi de pouvoir combattre cela. Et en plus de cela, elle a le matériel qu'elle peut nous fournir en termes de logistique, l'armement et tout ça.
c'est des éléments que la Chine peut apporter au Burkina Faso. Vous allez voir que dans nos activités, cette année de notre activité de lancement même, portée un peu sur le terrorisme, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de la Chine en termes d'accompagnement militaire pour vraiment lutter contre le terrorisme. Et on parle de la Chine populaire parce qu'aujourd'hui le Burkina Faso collabore avec la Chine populaire. C'est ça. Oui, généralement on nous dit ça, on parle de la Chine populaire, Taïwan et autres. Bon, Taïwan n'est pas un État. Taïwan c'est la 23e province de la Chine. Voilà, et Taïwan n'a pas de statut à l'ONU. Taïwan n'est pas reconnu comme un État. C'est une province de la Chine. Et donc, quand on parle de la République de Chine, c'est la grande Chine tout court. Et donc, nous collaborons avec la grande Chine. Et aujourd'hui, il est très important pour nous de collaborer avec la grande Chine parce que, comme je l'ai dit, c'est un État qui met vraiment un point d'honneur sur un certain nombre d'éléments que nous souhaitons. Vous avez vu avec la question du Mali, lorsque la CEDEAO a sanctionné, lui a sanctionné, il était arrivé au niveau des Nations Unies où on devrait sanctionner encore. Mais grâce au soutien de la Chine, qui a dit non, les Nations Unies n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires internes du Mali. Et donc, ils ont bloqué le veto et la Chine a donné son vote au Mali. Donc, ce qui a fait que les Nations Unies n'ont pas eu ce pouvoir-là de pouvoir sanctionner le Mali. Et donc, on a besoin de ces partenaires-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui parle plus de géopolitique, de géostratégie et autres. Donc, il faut prendre toutes ces valeurs-là en compte pour voir avec qui est-ce qu'on peut travailler. Et vous regardez vos besoins, vos valeurs. Et qui sont ceux-là, les partenaires qui partagent ces mêmes besoins, ces mêmes valeurs que vous, pour travailler avec eux. Mais sinon, si vous partez vers des partenaires comme vous le voulez, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions quand je vois le commandant de Barkhane qui sort, qui fait une conférence de presse et les attaques terroristes sont multipliées. Je me pose des questions. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Mais je me dis qu'il est très important qu'on ait des partenaires sûrs et fiables avec qui on peut collaborer. Alors là, on parle vraiment de la collaboration militaire notamment, mais quand on parle de coopération, c'est un peu plus vaste. Alors, Sylvie Ouedraogo, quels sont aussi les autres apports que la Chine peut donner au Burkina Faso en termes de collaboration, en termes de coopération? D'accord, donc très vite, je vais un peu rebondir sur le niveau de la coopération militaire. Aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est vrai, a besoin d'un accompagnement militaire quand on parle des armes, quand on parle également de la main-d'œuvre, des soldats, je veux dire. Mais aussi, sur ce plan, on a beaucoup plus besoin d'un accompagnement militaire qui est sur le plan technologique. Technologique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si les attaques sont multipliées, aujourd'hui, si on n'arrive pas à contourner justement cette question des terroristes-là, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus, comment dirais-je, ils en savent mieux sur la question que nous. Supposons aujourd'hui, après une attaque, on retrouve le téléphone portable d'un soldat dans la main d'un terroriste, ce sont des informations, ce sont des technologies, ce sont des techniques qu'on accorde à ces personnes-là qui sont justement nos ennemis. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'un accompagnement technologique capable de détourner un peu cela. Qu'on puisse quand même détruire un téléphone portable, un drone militaire burkinabé sur un champ de bataille où l'ennemi a déjà pris comment dirais-je, l'occupation de ce terrain-là. Et pour dépasser un peu cela, en termes aujourd'hui d'accompagnement, vous savez que c'est un peu triste de le dire, mais le Burkina Faso fait face à une crise de famine dans certaines régions. Et aujourd'hui, avec l'accompagnement de la Chine, justement, on voit qu'on ne nous donne pas des tonnes de riz chaque fois, on ne nous donne pas des tonnes de mil et autres, mais bien au contraire, il y a une autre manière de le faire qui d'ailleurs nous encourageons parce qu'ils apprennent aux gens comment cultiver telle sémence en telle période. Et c'est de ça qu'on a besoin parce qu'on ne peut pas toujours tendre la main, demander à manger. Il faut savoir nous-mêmes pouvoir le produire sur nos terrains et aussi justement connaître un peu les atouts de ce qu'on a, à quelle période est-ce qu'on peut cultiver. Et même quand ce n'est pas la période favorable, comment est-ce qu'on peut parvenir à avoir une bonne sémence, avoir une bonne récolte en fait. Donc aujourd'hui, la Chine nous accompagne aujourd'hui en production agricole et aussi dans la médecine. Récemment même, je pense, à cause du coup d'État qui avait lieu et tout, il y avait un accompagnement en termes de matériel qui s'élève à des milliards, qui avait été déjà établi avec l'hôpital de Tengandro, je crois bien. Et c'est seulement il y a ces 2 jours, la semaine passée, là, qu'ils ont enfin pu signer les accords. Donc aujourd'hui, la Chine vraiment nous accompagne, je dirais, dans tous les domaines. Il suffit juste à l'État burkinabé, à la jeunesse burkinabé, à la population burkinabé d'estimer le besoin. Quand vous estimez le besoin, on vient, on vous accompagne. Et en termes de formation, par exemple, à Bobo-Dioulasso, c'est vrai que la Chine-Taïwan avait un centre de formation là-bas où ils suivaient notamment les jeunes en termes de technologie, d'électricité et autres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a rompu avec la Chine-Taïwan,
qui d'ailleurs n'était pas un État. Mais aujourd'hui, quand la Chine est arrivée, la Chine n'a pas dit, bon, comme vous étiez avec Taïwan et que ça, c'est une œuvre de Taïwan, nous, on laisse tomber. Non, ils sont venus et ils ont continué le projet. Et d'ailleurs, même, ils offrent plus d'opportunités aujourd'hui que Taïwan le faisait. Nous avons des jeunes qui ont reçu des bourses, qui doivent partir même là-bas après leur formation ici et qui sont là. On a également des jeunes étudiants qui reçoivent des bourses chaque année pour aller en Chine, pouvoir se former dans le domaine de leur choix et des revenus. C'est une main-d'œuvre un peu plus compétente que le Burkina Faso a la chance d'avoir. Vous voulez ajouter quelque chose sur peut-être l'apport en termes de collaboration de la Chine? Effectivement, comme je l'ai dit, comme le disait notre très bien-aimé, le capitaine Thomas Sankara, nous avions besoin des aides qui nous permettent de se passer de l'aide. Et c'est ce que la Chine fait aujourd'hui, en termes d'accompagnement. Vous allez voir que, comme elle a dit, on ne vous donne pas, on vous apprend. On vous apprend à pêcher. Aujourd'hui, quand vous voyez une équipe médicale chinoise qui vient, au Burkina Faso, quand ils viennent, ils font le partage d'expérience avec nos médecins. On montre aux médecins, voilà comment eux, ils soignent telle maladie. Que ce soit avec le Covid, que ce soit avec la cataracte. Je pense qu'entre 2018 et 2019, il y a eu plus de 500 Burkinabés qui ont été soignés, qui ont subi des opérations. Et ça, c'était avec les médecins chinois et les médecins burkinabés. Donc, ce qui veut dire, quand ils vont répartir, nos médecins auront cette qualité-là de pouvoir continuer le travail. Vous revenez dans le domaine de l'agriculture, comme elle le disait tantôt. Je vous invite à aller sur le site de Noumila pour voir un peu le projet qui est en cours. On vous apprend à pouvoir cultiver le mil dans les différentes périodes de l'année. Que ce soit en période pluvieuse ou sèche, on vous apprend à cultiver le mil. Et en plus de ça, on identifie les différentes semences qui sont propices à tel ou tel poste, à tel ou tel sol plutôt. Ce qui veut dire le mil qui sera cultivé peut-être à Banfoura n'est pas forcément le mil qui doit être cultivé dans le Sahel. Et le mil qui est cultivé dans le Sahel, quand vous allez le faire, vous allez peut-être prendre une petite espace, cultiver le mil et ça va produire plus. Alors que si vous prenez ce même mil là au pâté à Banfoura, ça ne va pas donner parce que les sols sont différents. Vous voyez, les sols sont différents. Et donc, c'est ce qu'on nous apprend le plus. Au-delà de ça, comme elle a dit, il y a le volet formation aussi qui est là. Il y a le centre de Bobo, comme elle le disait, il y a le centre des Ignarés, qui sont aujourd'hui, à chaque fois que les étudiants sortent, la Chine les accompagne. Zignaré, il y a des accompagnements pour les permettre d'entreprendre automatiquement. Quand ils ont fini la formation, on les a donné le matériel pour entreprendre au lieu d'aller chercher de l'emploi. Et ces jeunes-là, quand ils vont entreprendre, ils vont créer encore de l'emploi. Et c'est une main-d'œuvre. Donc, vous voyez, donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc, on ne nous donne pas. C'est vrai, souvent, il y a des dons qui sont faits. Mais l'accent est mis sur la formation, sur le partage d'expérience. Dans le domaine énergétique, avec l'ANERE, la Chine a eu des partages d'expérience avec l'ANERE. Comment la Chine a travaillé sur les énergies renouvelables tout à niveau, qui était un domaine de l'ANERE. Il y a eu ce partage d'expérience dans le ministère de l'Agriculture et de l'eau et de l'enseignement. Il y a eu aussi des partages d'expérience dans ce domaine-là. Il y a également aussi un projet Burkina Smart, qui est un projet d'accompagner le Burkina Faso pour pouvoir, comment on appelle ça, sécuriser toutes les grandes villes à travers les caméras et autres. Et ça rentre en compte dans la lutte contre la sécurité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des vols, il y a des trucs, il y a des braquages passés par là. On arrive difficilement à identifier qui sont ces acteurs-là. Si aujourd'hui on arrive à mettre les caméras un peu partout dans les grandes villes, notamment si on a les trucs qu'on peut facilement rattraper les gens. Vous voyez, donc il y a un certain nombre d'accompagnements qui sont faits de sorte à ce que vraiment on atteint un certain nombre de niveaux de développement. Un niveau de développement. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que quand même le Burkina Faso peut s'appuyer sur l'exemple de la Chine pour justement se propulser? On sait que la Chine a une histoire particulière avec une grande population qui s'est basée sur la culture, sur ses ressources, qui est une grande puissance aujourd'hui. Est-ce que justement le Burkina Faso peut prendre exemple sur la Chine? Mais bien sûr, parce que comme le coordonnateur a dit à l'entame de ses propos, la Chine a une histoire qui ressemble énormément à celle de notre pays, le Burkina Faso. Quand on prend par exemple le plan culturel, en Afrique même, dans la sous-région, il n'y a pas un peuple aussi attaché à ses cultures, à ses traditions qu'ici au Burkina Faso. Il n'y a pas un peuple qui a assez de jeunes qui sont quand même vaillants, qui sont très engagés, comme ici au Burkina Faso. Et en termes d'exemples, il y en a tellement qu'on ne pourrait même pas finir de les citer en fait, quoi. Parce que la Chine a vécu une histoire qui ressemble
je dirais même trait pour trait à celle du Burkina Faso. La Chine a été colonisée, la Chine a subi les terroristes, la Chine a connu à un moment donné la pauvreté et la famine vraiment, je dirais, excédentaire. Et aujourd'hui, ce sont des réalités que vit le Burkina. Ce sont des réalités que la Chine a vécues. C'est conjugué au passé et de l'autre côté conjugué au présent. Donc, quand quelqu'un a vécu la même expérience que toi, bah, il est le mieux placé pour te donner des conseils. Il est le mieux placé pour t'aider à dépasser ce niveau-là. Mais quelqu'un, par exemple, comme lui le disait, quelqu'un qui n'a pas connu la pauvreté, bah, il aura tout le mal possible de te dire les difficultés, la douleur qu'il y a à être pauvre parce qu'il n'a pas vécu ça. Il va essayer tant bien que mal de te donner des idées parce qu'il regarde, il observe. Mais ce n'est pas pareil que quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Donc, il faut se baser sur l'exemple de la Chine Bien pour sûr. s'en sortir aujourd'hui. On aurait compris. Alors, comment vous collaborez? Je veux parler de votre club. Comment vous collaborez aujourd'hui avec notamment l'ambassade de Chine au Burkina Faso? Oui, la collaboration, elle est très bien. Elle est très bien avec l'ambassade de Chine. Il faut dire que... L'ambassade vous accompagne notamment pour oui, vos évidemment, activités? Bien évidemment, l'ambassade nous accompagne dans nos différentes activités qu'on réalise également aussi, mais pas forcément l'ambassade. Au-delà de l'ambassade aussi, il y a l'État burkinabé aussi qui nous accompagne de sa manière aussi. Il y a aussi des particuliers aussi qui croient à ce que nous faisons comme différentes comme activités qui nous accompagnent. C'est le lieu pour nous aussi de remercier tous ces différents partenaires qui croient au projet que nous avons mis en place, en tout cas qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner, que ce soit l'accompagnement financier, technique, matériel et autres. Voilà, en conseil, tout ça. Donc, on a pas mal de trucs. Nous avons des membres d'honneur qui, en tout cas, essaient aussi à leur niveau aussi, à chaque fois qu'on a des initiatives ou autres, de bien orienter pour que vraiment on soit vraiment dans la ligne de la coopération. Vous savez que quand on parle de coopération, c'est un domaine un peu plus sensible. Voilà, une petite action mal placée peut mettre deux États dans un truc. Voilà, donc il est très important qu'on ait un certain nombre de visions très claires de la situation. Donc, un peu, donc pour dire que nos collaborations avec l'ambassade, ça se passe très bien. Quand on a les initiatives, on les présente. Quand ils approuvent, il n'y a pas de problème. Quand eux aussi, ils ont besoin de nous aussi, ils nous font cas aussi de les inquiétudes et tout. Alors, ce que nous, on a remarqué déjà sur ce plateau, c'est que votre club fait vraiment l'apologie de la Chine, si on peut le dire comme ça. On se demande qu'est-ce que la Chine vous donne à votre club. D'accord. Pour dire que j'ai l'habitude de dire ça aux gens, la Chine n'est pas comme les autres États, surtout l'Occident. La Chine n'est pas comme l'Occident. Vous dire que quand on voit un jeune qui mène des actions, qui prend un exemple, qui fait la promotion peut-être de la France ou bien des États-Unis ou bien de la Pologne, ainsi de suite, je parle comme ça. Voilà, 2 jours, 3 jours, on dit bon, la vie a changé ou autre. Non, la Chine n'est pas dans ce sens. La Chine n'accompagne pas de façon individuelle. Non, on accompagne de façon générale. Si aujourd'hui, notre structure bénéficie d'un accompagnement de la Chine, ce n'est pas pour les membres du club. Ce n'est pas pour vous. Non, c'est pour la jeunesse. Vous voyez? Donc, c'est pas comme on vous dira comment vous appelez un matin pour vous dire non, venez prendre tel montant pour... Non, ce n'est pas le cas. Vous avez un projet, on étudie le projet. Est-ce que le projet il est bon? Est-ce que le projet il a un impact dans le milieu? Est-ce que le projet va apporter un plus au développement du Burkina Faso? Est-ce que le projet va permettre à certains jeunes de pouvoir s'en sortir bien, s'émanciper, ainsi de suite? Si oui, on accompagne le projet. Et là, on s'arrête là. Ce n'est pas comme les autres où on a l'habitude de voir que voilà, non, ce n'est pas le cas. Bah, à cette question, moi, je répondrai justement que la Chine nous apporte l'intérêt national. Comme il a dit, les financements ou les accompagnements des projets, ce n'est pas pour les membres du club. Et d'ailleurs, quand on fait les activités, je ne pense pas qu'on ait déjà fait une activité de formation typiquement pour les membres du club. Pas encore. On n'a pas encore pu le faire vraiment. Donc, à chaque fois qu'il y a une activité, que ce soit en termes de formation, en termes d'accompagnement des structures et autres, c'est vraiment fait de façon générale, en fait. C'est pas, comment dire, restreint aux membres du bureau, aux membres du club et tout ça. Non, non, non. Les formations, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une activité, on lance l'information sur notre page Facebook, qui est une plateforme très suivie. Et à partir de là, tous ceux qui sont intéressés, ils viennent. Ok. Merci pour les réponses. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien, mais on va aborder quand même la dernière partie qui va s'intéresser notamment à vos activités à venir. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année? Où je donne la parole à la chargée des relations extérieures. Bah, pour cette année, on a prévu assez de grandes activités, d'ailleurs comme les années précédentes.
Nous allons un peu revenir encore en termes de formation, notamment avec les deux grandes activités, le Festival de la coopération sino-burkinabé, également la Semaine de la coopération sino-burkinabé qui se tient à Bobo-Dioulasso, je rappelle. Et d'ailleurs, cette activité se tiendra en mai prochain. Donc déjà, la population de SIA, apprêtez-vous à nous recevoir aussi, apprêtez-vous à participer massivement aux formations telles que l'année passée. Et surtout, prenez-vous un peu plus tôt pour vous inscrire. Voilà, donc en plus de cela, il y a des activités toujours en rapport avec la question sécuritaire qui est là. On va encore organiser des débats et autres. En fait, l'idée des débats, des conférences, c'est vraiment de recueillir l'avis des gens, les propositions des gens en fait. Parce que quand on se fait porte-parole, il faut savoir à un moment donné écouter ceux pour qui tu portes haut la voix. Donc, à travers ces différentes activités-là, c'est de vraiment recenser les idées des uns et des autres, les propositions qu'ils font en termes de coopération, en termes de collaboration militaire, en termes de vraiment tout ce qui concerne la relation diplomatique qu'on entretient avec la République populaire de Chine. Et enfin, porter le message vers notre partenaire principal qui est la République populaire de Chine et espérer qu'il y ait changement. Et à chaque fois que les propositions sont faites, vraiment l'oreille est attentive et des actions se voient très vite sur le terrain. Donc, c'est vraiment un peu ça. On va dire que c'est une année chargée. Oui, c'est une année comme d'habitude. Comme d'habitude. Hein. Voilà, nous on essaie en tout cas d'être concret sur le terrain. Voilà, vous allez voir que nous parlons moins. Nous parlons très moins, mais nous sommes beaucoup plus sur le terrain parce que pour nous, il faut être plus concret. Voilà, parce qu'on a un partenaire aussi qui est très concret. On a un partenaire qui est rigoureux. On a un partenaire qui accorde beaucoup plus de l'intérêt sur ce qui est visible, ce qui est fait, ce qui est concret, ce qui est saisissable. Et donc pour nous aussi, on a ce principe-là aussi d'être vraiment rigoureux, d'être vraiment concret sur le terrain. Donc formation, festival, débat et voilà, panel. Merci à vous d'être passé. Nous avons épuisé le temps et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois. Merci à vous également. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau des membres du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé. Nous étions avec M. Abdulrazagou Dene, qui est le coordonnateur général de ce club. Également sur ce plateau, Sylvie Ouetraogo, chargée des affaires extérieures et porte-parole de ce même club, notamment le club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé. Burkinabé. C'est ici que s'achève l'entretien du jour. Et pour accompagner nos invités, nous marquons une petite pause, le temps de retrouver Serge Youssef Ouetraogo.
Et nous poursuivons avec l'émission du jour. Vous le savez, chaque mardi, vous avez rendez-vous avec Serge Youssef Ouedraogo pour sa chronique de tous les mardis. Il s'agit notamment de la chronique Un œil sur la société. Et on a encore jeté un coup d'œil dans la société. Et puis voilà, aujourd'hui, on revient avec un thème, la dette parentale. Avec Serge Youssef Ouedraogo. Bonjour à toi, Youssef. Bonjour, Abdetta. Comment ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Dieu merci alors. On parle de la dette parentale aujourd'hui avec toi. Oui. Mais avant, on va écouter ce que pensent les uns et les autres, c'est-à-dire la population qu'Abdoulaye Kinda a rencontrée pour nous. Normalement, toute personne doit quand même à ses parents. Surtout un enfant quand il devient adulte. Je peux expliquer, par exemple, au moment de ta naissance, tu es un bébé, c'est les parents qui t'ont pris, qui t'ont vu naître tout petit, qui ont tout fait pour toi, ils t'ont nourri, et ta sécurité, ton bien-être, tout ça a été fait par les parents. Jusqu'à ce que toi tu deviens grand. Là maintenant, ça doit être un vice-versa, normalement. Parce qu'ils t'ont vu petit, à ce moment ils étaient des grands. Maintenant toi tu es grand, et ils sont devenus maintenant un peu petits. Parce qu'ils sont vieux maintenant, ils vous ont mis au monde, comme les Yarcé disent, ils ont mis, que l'un a mis son petit pour que son dos se repose. Donc normalement, ils doivent quand même savoir qu'ils leur doivent beaucoup de choses. Surtout le respect, la sécurité, leur entretien, leurs besoins, quels qu'ils soient, en nourriture, en habillement, en santé. En tout cas, enfant adulte doit beaucoup à ses parents. C'est un droit pour les parents d'éduquer l'enfant, comme maintenant au retour, c'est un droit pour l'adulte de revoir ses parents aussi. C'est un droit pour lui aussi. Le vieux là a ses droits sur l'enfant adulte aussi. Par la manière dont il t'a éduqué là, toi aussi tu dois, au contraire, et choses. Au retour maintenant, lui faire savoir qu'il a bien éduqué et qu'il a compris. Pour moi, un enfant adulte, la première des choses, c'est respecter ses parents. Et si il a les moyens, il doit mettre ses parents dans de bonnes conditions. Moi, mon avis, c'est ça. S'il n'a pas les moyens, vraiment, on ne peut pas l'obliger parce qu'il n'a pas les moyens. Mais s'il a les moyens, en tout cas, pour moi, c'est obligé que tu mettes tes parents dans de bonnes conditions. Tu t'occupes de ta famille, quelquefois aussi, tu t'occupes de... C'est l'essentiel, pas à tout moment, mais souvent, faut penser à eux, quoi. Souvent, il faut penser à eux. En temps normal, quelqu'un qui est adulte et qui se dit adulte, même si on ne le dit pas, il sait ce qu'il doit faire pour ses parents. Comment ça? Parce que, étant donné que ce sont eux qui t'ont donné la vie, tu as l'obligation de leur rendre ce qu'ils t'ont rendu. Voilà, parce qu'ils ne t'ont pas mis au monde pour rien. S'ils t'ont mis au monde, c'est pour que tu puisses relever des défis. Et en relevant les défis, la première des choses, c'est de leur rendre vraiment la vie agréable. Pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont mis un enfant au monde. En quoi faisant, par exemple, en leur donnant toute l'affection qu'ils t'ont donnée, c'est-à-dire l'amour de l'enfant à ses parents. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur le plan social, tu dois en tout cas pourvoir à leurs besoins. Pour ne pas qu'ils regrettent ou bien qu'ils s'asseyent un jour et dire pourquoi est-ce que j'ai mis cet enfant au monde. Parce qu'une fois qu'un parent se lamente à cause d'un enfant, ça veut dire que toi, enfant, c'est une peine perdue. Voilà. Donc, c'est pour dire que non seulement tu dois les aider,
tu dois pourvoir à leurs besoins et tu dois faire en sorte qu'ils ne regrettent pas de t'avoir mis au monde. À mon avis, voilà un peu ce qu'un enfant adulte peut en tout cas faire à ses parents. Ce n'est pas parce que tu as une famille que tu dois oublier la première famille. Parce que le papa, ton papa et ta maman, c'est ta première famille. C'est parce qu'il y a eu le papa et la maman que toi, tu es venu au monde et tu parles de famille. N'eût été à cause de tes parents là, toi, tu ne seras pas là aujourd'hui et parler de famille. Alors donc, le fait de t'occuper de ta femme ou de tes enfants ne t'empêche pas de s'occuper aussi de tes parents. Quels que soient les moyens que tu as, tu peux faire ce que tu peux. Jusqu'à ce que, en tout cas, quelque chose d'autre survienne, je ne sais pas, mais en tout cas, tu dois faire tout ton possible pour les rendre heureux et pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas eu tort de te mettre au monde. Un enfant adulte doit respecter bien ses parents et les mettre dans de bonnes conditions. Quand il a les moyens, il construit bien, les loger là-bas et puis bien les nourrir. Voilà, pour bien les prendre en charge. Il ne doit pas laisser la maman dire que je veux ça. S'il a les moyens, il doit les mettre dans de bonnes conditions. Il ne faut pas que la maman demande à tout temps, mon fils, viens me venir en aide. Non, non, non. Si tu sais que tu as les moyens là, tu les mets en condition. Voilà. S'il y a les moyens, tu les mets dans de bonnes conditions. Même si sa femme dit que non, 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 il ne faut pas. Non, il doit dire à sa femme, les parents, c'est mes parents. Il faut que je les mette dans de bonnes conditions. C'est grâce à eux que je suis aujourd'hui. C'est pas obligé, mais elle est droit pour faire. Mais si elle n'a pas le moyen, c'est pas obligé aussi. Merci à Abdoulaye Kinda et merci à vous qui avez répondu à cette question, la dette parentale. Est-ce qu'aujourd'hui on doit devoir à nos parents, est-ce qu'on est obligé justement de retourner s'occuper de ceux-là qui se sont occupés de nous quand on était enfant? Donc on parle de la dette parentale aujourd'hui avec Serge Youssef Ouedraogo dans la chronique Un œil sur la société. Alors Youssef, tu as écouté les avis des populations. Pour la plupart, c'est vraiment l'obligation de s'occuper de ses parents. Oui, il faut dire que attendre la population, à les écouter, c'est une obligation pour l'enfant en retour de s'occuper de ses parents. Dans le contexte africain, surtout, et le contexte burkinabé. Si c'est l'autre contexte européen, je pense que souvent, là-bas, ce n'est pas une obligation. Là-bas, souvent, l'essentiel que l'enfant puisse s'occuper de lui-même. Même si ce n'est pas des retours, il n'y a pas de problème. Mais en Afrique, les parents veulent qu'une fois l'enfant vient au monde, grandit, l'enfant puisse en retour les aider, s'occuper de ses parents. Et comme l'autre a dit, amoré et vetanti bwanga rodame pour navose. Quand l'âne me bat, voilà, la naisse là doit pouvoir se reposer. Voilà, donc c'est ça. Donc quand l'enfant vient, tous les soins que vous avez reçus de vos parents, l'éducation, le savoir-vivre, le savoir-être, il faudrait en retour aussi, en ce moment, les parents sont comme des enfants, parce qu'ils sont vieux. C'est ça. Alors Youssef, on sait que dès que on a nos parents qui s'occupent de nous, quand on est enfant, jusqu'à ce qu'on grandisse. Bon, les parents ont le devoir de s'occuper de nous, et c'est un droit aussi pour nous enfants donc que les parents s'occupent donc de nous. Mais une fois qu'on grandit, on devient adulte, là on travaille peut-être ou on travaille pas, mais en tout cas on devient une personne adulte. On doit repartir peut-être s'occuper donc de ses parents, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire selon toi? Il faut dire concrètement, on doit s'occuper de ses parents, quelle que soit la situation. Quels que soient les moyens que vous avez, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour s'occuper de ses parents. Ça veut dire d'autres vont dire que non, vous pouvez avoir 5 enfants. Parmi les 5 enfants, l'autre a réussi, l'autre aussi a réussi à demi, chose, pas comme l'autre. L'autre aussi n'a pas réussi. Mais malgré ça, il y a toujours quelque chose que l'enfant peut apporter à ses parents. Ce n'est pas forcément comme l'autre, construire, donner de l'argent, non. Il y a quelque chose que les parents ont toujours besoin. Même l'affection parentale, voilà, l'affection des enfants plutôt. Il faut que les parents savent que l'enfant vraiment, en retour, nous donne quelque chose. Tu peux même réussir à avoir l'argent, avoir les millions, et les parents ne veulent pas.
Ça dépend de ton comportement envers tes parents. Il y a des gens qui ont l'argent, mais il y a des parents qui refusent même que ces enfants même reviennent en retour les aider. Parce que ils se disent que pourquoi il y a quelque chose. Donc il faut être là déjà pour les parents, l'affection, l'amour, avant que l'argent ne suive, pour pouvoir prendre soin. Alors quand on parle aussi donc de s'occuper de ses parents, on va dire quand même que ça diffère d'une localité à une autre ou d'une culture à une autre. On sait qu'il y a certains, par exemple, pour s'occuper de leurs parents. Certains enfants adultes aujourd'hui placent leurs parents dans des maisons d'accueil, des maisons de retraite. Il y a d'autres qui préfèrent aussi les placer dans des zones reculées, des zones rurales ou des non-lotis, qui préfèrent aller les placer là-bas. Quelle est la bonne formule selon toi? Où est-ce que le parent, par exemple, doit vivre quand l'enfant devient adulte? La bonne formule, c'est à l'enfant de choisir. Parce que quand je parle, nous sommes dans le contexte africain et vraiment celui de Burkina Faso. Au Burkina Faso, je pense que tu ne vas pas aller prendre ta maman ou ton papa qui est devenu vieux, aller mettre dans une maison de retraite. Ici, je pense même pas qu'il y a... C'est pas tellement dans nos habitudes pour les maisons de retraite. Ici même, il n'y a même pas de maison de retraite où on garde les vieilles personnes. Voilà, ça en Europe. En Europe, ça, il y en a. Quand le vieux ne peut plus faire quelque chose, la vieille, parce que je n'ai pas le temps de s'occuper de ma maman, de mon papa, je vais dans la maison de retraite et je paye pour qu'on s'occupe des parents. Mais ici, la meilleure formule, amène ton papa, ta maman, chez toi. Tu construis. Si tu as pu construire chez toi, quand même, il y a une dépendance où tu peux s'occuper. Si tu es chez toi. Voilà, si tu es chez toi. Il y a une dépendance où tu peux quand même recevoir tes parents pour s'occuper d'eux. Si les parents ne sont pas aussi à Ouaga, s'ils sont au village, tu peux t'occuper de tes parents où les parents y résident au village. Tu peux bien faire, bien construire au village aussi, et puis s'occuper de tes parents au village. Mais il y a des gens aussi, il y a des gens aussi qui ne le font pas. Il y a d'autres qui laissent, si on ne le souhaite pas, c'est un malheur, c'est un décès, c'est en ce moment maintenant, ils se lèvent avec les moyens, ils vont au village, ils construisent, ils vont bien faire la cour parce que mes amis doivent venir de Ouaga, de Bobo pour pouvoir assister aux funérailles de papa. Non, pourtant quand le vieux vivait, il n'a pas mis tout ce confort. Donc nous ne voulons pas ça. Mais le confort pendant quand la vieille et le vieux sont toujours en vie. Là on sait que les deux vivants, ils vont dire voilà ce que la femme a pu faire. Il y a un vieux qui disait à un de ses enfants, donnez-moi pendant que je vis. N'attendez pas mon départ pour venir faire du folklore autour de ma mort pour dire voilà, on va dire à son papa, en tout cas l'enfant il a l'argent, il a misé lors des funérailles. Non, donnez-moi pendant que je suis toujours en vie. Il faut manger, il ne faut pas attendre que la personne décède, bien sûr. Alors Youssef, on sait que très souvent aussi, il y a ces enfants-là qui, peut-être que si les parents viennent vivre à la maison avec madame, ça ne va pas être facile, parce qu'on sait que les relations très souvent, surtout entre belle-fille et belle-mère, ce n'est pas simple. Donc il y a certains enfants qui préfèrent par exemple retourner dans le village du papa, construire, préférer convaincre les parents d'aller s'asseoir là-bas tranquillement, et puis voilà, ils se chargent maintenant de livrer en termes de moyens donc ce qu'il faut aux parents pour vivre. Est-ce que ça c'est une bonne formule, ou bien il faut quand même vivre forcément dans la même maison? Non, c'est pas forcé, il faut pas forcément, c'est pas obligé de vivre dans la même maison que l'enfant. Voilà, vous savez que la famille est bien régie par des règles. Si le vieux est toujours là, la maman est toujours là, ils sont au village, vas-y, fais le nécessaire au village. Si le vieux n'est plus et c'est la maman qui est au village, il y a toujours la famille, elle n'est pas seule. Il y a toujours la grande famille, elle n'est pas seule. Maintenant, la maman peut de temps en temps venir rendre visite à son enfant. Voilà, en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais il y a des parents qui n'acceptent même pas vouloir venir même vivre avec les enfants. Non, il y a des parents même qui ne veulent même pas. Ils veulent seulement que vous venez bien organiser où ton papa a construit là, viens faire là-bas, moi je vais rester. Surtout les vieilles, elles refusent même de quitter la cour familiale pour venir vivre avec les enfants à Ouaga. Alors, on va vraiment courir pour rattraper le temps, même si ça sera difficile. Youssef, en fonction très souvent donc, de la situation des parents, il y a des parents qui veulent que les enfants s'occupent d'eux, mais il y a des parents qui ne veulent pas. Parce qu'il y a des parents qui sont déjà bien, je vais dire. Donc, que penses-tu de ça, justement? Oui, là, ce n'est pas un problème. Quand le papa est déjà bien,
il ne veut pas que l'enfant... Il y a d'autres parents qui veulent seulement. Aujourd'hui, avec la situation, il y a des parents qui veulent que l'enfant puisse réussir et s'occuper de lui-même, même s'il n'y a pas de retour. Mais il y a des parents qui veulent, coûte que coûte, que l'enfant sache que c'est moi qui t'ai mis au monde. Quelle que soit la situation, il faudrait revenir pour s'occuper de moi. Ça, c'est un choix. Même le parent qui ne veut pas que l'enfant s'occupe de lui, l'enfant, de temps en temps, peut aller faire quelque chose. Pas parce que papa a les moyens que tu ne peux pas de temps en temps aller avec madame, voir papa, faire un petit cadeau. Ça aussi, c'est s'occuper de ses parents. Bien sûr. Voilà, donc là, les deux formules à sa place. Et quels sont les avantages à bien s'occuper de ses parents? Les avantages ici, c'est quoi? L'avantage, c'est la bénédiction. La bénédiction. On a dit que quand tu as la bénédiction de tes parents, tu es béni. Si tu as tous les moyens, toutes les richesses, et tu n'as pas les bénédictions de tes parents, ça va s'écouler un de ces jours. Donc, il faut toujours, les moussis disent, faut c'est pas bon. Donc, il faut toujours avoir la bénédiction de tes géniteurs là pour pouvoir aller de l'avant. Parce que eux, quand ils disent quelque chose de leur bouche, ça peut t'emporter. J'ai toujours vu des vieilles qui disent que si tu fais, je vais soulever, ça c'est en termes littéraires, je vais soulever les seins. Dans un cambira, ça veut dire quelque chose. Ceux qui savent, savent. Si on demande aux vieilles, ils vont savoir. Ça veut dire que c'est moi qui t'ai nourri, c'est moi qui t'ai... J'étais allaité et tu es en train de me faire comme ça. Si je soulève ça, ça peut faire quelque chose. Donc, bien sûr. C'est ça. Alors, Youssef, merci. C'est un thème intéressant et religieusement aussi, on dit que bien s'occuper de ses parents, donc on peut avoir des bénédictions. Oui, oui. Le fait de bien s'occuper de ses parents et puis tout simplement, qu'est-ce que nous allons faire avec nos richesses et puis avec notre affection si ce n'est que de bien s'occuper de ceux-là grâce à qui nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est normal. Merci à vous. La réflexion continue à la maison. Donc, la dette parentale, nous en parlions aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Et demain, dans la chronique Question de droit, nous parlerons de la sorcellerie en droit burkinabé. Ça promet. Cus.